vous nous avez donné à voir quelque chose qui, effectivement, ça a été dit, est extrêmement intéressant, extrêmement stimulant, et c'est vraiment très heureux. Vous maniez à la fois le fond, la forme, avec chacun vos caractères particuliers, et c'est vraiment, ça augure très bien de la suite. Je ne parle pas de la vôtre j'en suis sûr, mais de la nôtre, celle de l'université, et c'est quand même très satisfaisant, à l'heure où certains nous bloquent, que voir que vous débloquez, et c'est vraiment extrêmement enrichissant et positif. Je voudrais aussi, évidemment, remercier l'IRJS et Sorbonne Affaires Finance, et vous dire, par ailleurs, je dois le confesser publiquement, que je suis d'une fidélité aléatoire à Sorbonne Affaires Finance parce que j'appartiens à 2 laboratoires à l'intérieur de l'IRJS, tout à l'IRJS, mais 2 laboratoires, celui qui s'occupe de droit des affaires et celui qui s'occupe d'environnement, le CERDO. Et là, comment vous dire, aujourd'hui, mon bonheur était complet. Je me suis trouvé unifié puisqu'on parle à la fois de droit des affaires et d'environnement. Mentionner aussi le fait qu'il y a des travaux qui sont extrêmement riches qui ont eu lieu sur le sujet, et notamment comment Jean-Baptiste ne pas souligner qu'avec France qui est partie parce qu'elle avait un dîner ou autre chose, un train, peut-être un dîner dans le train, mais souligner la qualité du travail que vous avez piloté ensemble avec le Haut Comité juridique de la place financière de Paris sur ces questions d'information, alors encore appelées extra-financières, mais c'était la ligne de commande du ministère. Le ministère est souvent un peu en retard, mais le fait est que le rapport est extrêmement intéressant et ça consonne magnifiquement avec cette journée. C'est très intéressant de terminer par les États-Unis et le Canada, l'Amérique. C'est très intéressant de terminer par ce regard qui est sur un certain nombre des sujets que nous avons abordés aujourd'hui, un regard original, parce que, pardon d'avoir interrompu la présentation, mais le fait est que la SEC a, en 2010, souligné qu'il n'était pas possible à des investisseurs de ne pas s'intéresser à ces questions de durabilité. Le fait est que depuis maintenant 13 ans, et un peu plus en réalité, on voit une doctrine américaine qui souligne que, en réalité, la doxa la plus orthodoxe en matière d'information invite à prendre conscience du fait, et Katrina n'y est pas totalement étrangère, il y a effectivement des impacts sur l'économie, sur le business model des entreprises liés à des enjeux tels que les enjeux climatiques, et c'est beaucoup sur le climat que les questions sont arrivées. Et il est fascinant pour qui a observé un peu les proxy resolutions et les invitations de la SEC à la SEC de se prononcer. Est-ce que je peux ne pas répondre à cette question qui m'embête sur le climat? Il y a encore plus de 10 ans, la SEC disait oui, c'est vraiment pas relevant. Donc vous pouvez ne pas y répondre. Et puis maintenant, de plus en plus, elle considère qu'il faut y répondre et que oui, une bonne information des actionnaires passe par une information sur des sujets qui sont des sujets qui hier étaient des sujets un peu annexes. Et ce regard canadien est extrêmement riche par rapport à une situation dans laquelle on voit un territoire immense, des législations différentes, chercher à marcher d'un pas commun sans trop alourdir les choses. Et ce point, finalement, est d'autant plus intéressant qu'il nous offre justement la possibilité d'avoir comme un contrepoint par rapport à l'analyse qui est celle de cette directive qui a été publiée sur la publication d'informations en matière de durabilité, qu'il est dommage, c'est le seul reproche que j'aurais, et c'est un reproche, pas un regret, que j'émettrais par rapport à Edmond et Romain, c'est de n'avoir utilisé cet acronyme I2, CSRD, alors que nous aurions pu parler 1000 fois plus cet après-midi d'informations en matière de durabilité. CSRD n'est rien. Les informations en matière de durabilité sont tout, et mon petit propos de réponse et conclusif sera certainement axé là-dessus, d'autant plus qu'il y a une magie des termes que le législateur européen nous a offert. En effet, ça ne sert à rien, ça ne rime à rien de vous parler de CSRD et disclosure. Bref. Non. Par contre, il devient beaucoup plus intéressant d'observer qu'il y a une directive sur la publication d'informations en matière de durabilité et qu'il y a un règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Et les mots sont les mêmes, la réalité est légèrement différente. Le vecteur institutionnel juridique n'est pas rigoureusement identique. Mais comment ne pas prendre juste une seconde pour se dire, je vais prendre un peu plus d'une seconde, pour se dire qu'en réalité, la directive dont nous parlons aujourd'hui n'est qu'un épiphénomène, un révélateur, peut-être un symptôme, en tout cas une pièce d'un ensemble beaucoup plus grand. On ne comprendra rien si l'on ne se place pas dans la perspective des multiples plans européens
en faveur de l'environnement. Les PAE, nous en sommes, si je ne m'abuse, au 8e. On ne comprendra pas grand-chose si l'on ne lit pas avec beaucoup de sérieux des documents un peu étranges, le pacte vert, des recommandations qui nous disent que le gouvernement d'entreprise peut être durable ou responsable. La résolution du Parlement européen sur la gouvernance d'entreprise durable du 17 décembre 2020, ça n'est pas si vieux, est très intéressante. Que nous dit-elle? Qu'une approche fondée sur la durabilité implique que les entreprises tiennent dûment compte des préoccupations sociétales et environnementales, telles que les droits de leurs salariés et le respect des limites de la planète, afin de faire face aux risques les plus urgents que représentent leurs activités à ces égards. Il y a donc une gouvernance d'entreprise durable possible, fondée à la fois sur les droits de l'homme, sur la prise en compte des travailleurs, sur la protection de l'environnement, et tout cela nous plonge au cœur du droit des affaires. Pas du droit des droits de l'homme, pas du droit de l'environnement, pas du droit du travail. Et il y a quelque chose qui serait nouveau dans cette affirmation, oui et non, parce que, à vrai dire, en tout cas, j'espère pas ici, il est difficile de considérer que les dirigeants pourraient en conscience ne pas respecter le droit de l'environnement, en conscience ne pas respecter le droit du travail, violer le droit des droits de l'homme ou corrompre. Tout cela est en réalité extrêmement classique. Il y a quelque chose d'assez logique dans le mouvement que nous envisageons, qui tombe sous le sens commun. Oui et non, pas tant que cela, il y a aussi des dysfonctionnements qui ont été observés, et de ce point de vue, à nouveau, dans un léger pas de côté par rapport à l'après-midi, replongeons un instant dans un autre texte, une autre directive, la directive 2017-828, sur l'engagement à long terme des actionnaires, qui nous disait aussi beaucoup de choses extrêmement intéressantes. C'est un pur texte de droit des affaires qui nous dit qu'une grande partie des dysfonctionnements observés, notamment dans la crise de 2008, mais pas uniquement, est liée à une vision court-termiste, à une vision faussée de ces mécanismes. Et si, pour sauver l'économie capitaliste libérale, il fallait décentrer l'économie capitaliste libérale d'un certain nombre des objectifs qui lui ont été fixés comme boussole. Alors, faut-il la sauver? Ça, je ne sais pas. En tout cas, s'il ne faut pas la sauver, il faut la remplacer par quelque chose. Et la remplacer par quoi? Les errances passées incitent à se dire qu'il faut peut-être voir ce qui peut être conservé. En tout cas, il y a dans ces textes, il y a dans tout ce qui est sous-jacent à ces textes, une idée très forte qui est que durabilité et rentabilité ne doivent pas être opposées. J'avais un certain nombre d'illustrations à vous donner tirées de la prose du droit de l'Union européenne en la matière, mais je vous en dispenserai. Et le fait est que je voudrais me focaliser simplement sur le double mouvement que je voulais vous décrire. Je vais essayer de le faire très vite. Ce double mouvement, il est lié au fait, d'une part, que nous sommes en présence, avec la publication d'informations en matière de durabilité, nous sommes en présence d'un mouvement de fond qui traverse le droit des affaires, et que par ailleurs, nous sommes en présence aussi d'une invitation, et c'est lié à dépasser les approches sociétaires au bénéfice d'autres choses, au bénéfice probablement d'un retour assumé à l'entreprise. Tout ça a déjà été évoqué cet après-midi, ce qui permettra d'aller relativement vite. Un mouvement qui traverse le droit des affaires tout d'abord. Nous n'avons pas cessé d'en parler, et de ce point de vue, je voudrais vraiment insister sur les enseignements de la résolution sur la gouvernance d'entreprise durable que je mentionnais tout à l'heure, et sur quelque chose qui vous permettra de comprendre peut-être, mais ici vous le savez déjà, sinon vous ne seriez pas là, pourquoi le président Biden exerce son veto sur un texte qui est relatif à l'ESG, qui est relatif à notre sujet d'aujourd'hui. Parce qu'il considère que le ministère du Travail américain avait raison de dire que les fonds de pension devaient pouvoir, pas devaient pouvoir,
utiliser des critères ESG pour investir les fonds. Tandis que Ron DeSantis, avec les objectifs qui sont les siens, évidemment parfaitement légitimes et louables, défend une analyse rigoureusement opposée. L'un nous dit pour préserver la valeur du capital investi par les retraités américains, il faut pouvoir tenir compte des critères ESG. L'autre nous dit prendre en compte les critères ESG, c'est woke et c'est totalement politique et c'est extrêmement nuisible. Ils ont de leur point de vue probablement tous les deux raison, c'est extrêmement déplorable de voir ces sujets instrumentalisés, c'est quelque part assez stimulant de les voir placés à ce niveau de débat. Je ne parle pas de la qualité des débats, je parle du niveau législatif et du veto du président des États-Unis, ce qui n'est quand même pas tout à fait rien. Le fait est que ces questions sont les mêmes que celles que nous nous posons ici au sein de l'Union européenne, à savoir, doit-on intégrer ces éléments dans des appréciations, dans des critères d'appréciation de choix en la matière. La réponse européenne, de ce point de vue, est surprenante de simplicité par rapport au combat états-unien. Ceci dit, les combats ont lieu ici, même si les fleurets sont peut-être un peu plus mouchetés. Je crois qu'il est extrêmement intéressant de bien souligner qu'il y eut le règlement sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier, avant la directive. Et de ce point de vue, c'est curieux. C'était un peu mettre la charrue avant les bœufs, parce que, à l'évidence, on a dit aux acteurs des marchés et aux conseillers financiers, vous devez vous déterminer, vous devez dire ce que vous allez faire, prendre en compte, mais vous ne pouvez pas totalement l'ignorer. Vous devez vous focaliser sur ce critère de durabilité, et en même temps, on n'avait pas donné les instruments permettant justement d'avoir des informations fiables, comparables, sur ces sujets normés. Mais les machines se mettent en place. Pourquoi ce combat aux États-Unis ? Parce que certains États ont leur prospérité, leur économie, et je ne parle pas d'États du Canada, encore que je ne parlerai pas de ça. Il y a des États dont la prospérité dépend précisément de sources éminemment non durables. Et le fait est qu'ils ont compris qu'en réalité, et je le dis avec une légèreté feinte, nous sommes en présence d'une lutte presque à mort, pas tout à fait à mort parce qu'on survit toujours, quand on a vécu à la crise de 29, on survivra à bien d'autres choses, mais tout de même, le prix à payer après a été un peu cher. Tout ce qui est sous-jacent au sujet dont nous parlons aujourd'hui, tout ce qui est sous-jacent depuis plusieurs années, c'est une réallocation des moyens, de moyens qui ne sont pas infinis, le quoi qu'il en coûte est fini, paraît-il, chaque euro compte. Eh bien, on est totalement dans cette thématique-là. Cette thématique, c'est de dire aux acteurs financiers, il faut que vous justifiiez de la manière dont vous allez orienter l'économie. C'est ce que dit le Pacte vert, c'est ce que dit l'ensemble des textes juridiques ou non politiques de l'Union européenne depuis qu'Ursula von der Leyen est à la tête de la Commission européenne. La question est de savoir où ira l'argent, de savoir qui pourra être financé et qui ne le pourra pas, accessoirement tous, en Europe et ailleurs, souligne qu'il y a, et d'ailleurs je lisais tout récemment sous la plume de commissaire de la SEC américaine, les mêmes mots, une crise existentielle. Nous vivons une crise existentielle, quelque chose qui ne s'est jamais passé. Nous sommes au bord d'une révolution qui n'a jamais eu d'équivalent, une révolution industrielle, non pas émanant de nouvelles découvertes et de nouvelles potentialités, mais émanant, découlant de la perception de mots jugés particulièrement considérables. Et ceci va supposer énormément de moyens. Ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est assez largement corrélé à cela, une réallocation de moyens. Certains voient qu'ils ne vont plus être financés, tandis que d'autres perçoivent toute l'utilité qu'il pourrait y avoir à accompagner ce mouvement. Je n'ai pas le temps de le décrire suffisamment, mais entendez-le bien, on ne comprend pas la directive sur la publication d'informations sur la durabilité par les entreprises si on ne la place pas
dans la perspective du règlement, si on ne se place pas dans quelque chose qui est en réalité une pièce d'un mécanisme qui se met en place, dans lequel les entreprises sont finalement beaucoup moins centrales qu'il n'y paraît. Elles ont un rôle éminent en tant qu'instrument, en tant que levier ou non d'une forme de changement, et c'est quelque chose qui est extrêmement important à avoir à l'esprit. Extrêmement à avoir à l'esprit aussi que ce qui leur est demandé, c'est de dire un certain nombre de choses. C'est, ça a été beaucoup dit, de faire un certain nombre de choses. C'est d'avoir une attitude qui devient totalement différente. In petto, j'interrogeais une bien plus savante que moi sur la légitimité ou non de traduire doublement diligence. Voilà qui pourrait susciter beaucoup de réflexions. Mais pourquoi oppose-t-on les diligences et la vigilance? En réalité, il faut, et c'est quelque chose d'essentiel, comprendre que l'ensemble de ces dynamiques informationnelles visent en réalité une évolution des comportements et visent à permettre de retrouver un comportement qui soit un comportement diligent à l'échelle, et c'est quelque chose d'extrêmement important, oui, ça a été dit, à l'échelle de son modèle commercial, à l'échelle de sa stratégie, vers une autre forme d'économie. Et à plusieurs reprises, en entendant les interventions de cet après-midi, évidemment, la décision du tribunal de district de La Haye dans l'affaire Shell était omniprésente, parce qu'on voyait bien qu'il y avait là quelque chose qui faisait écho à ces comportements. De ce point de vue, je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit à propos des groupes, c'était passionnant et fort bien dit, mais clairement, je ne peux qu'insister sur le fait, et nous sommes encore au cœur du droit des sociétés, qu'il y a tout de même un paradoxe là dans la façon même dont la directive est écrite. Elle parle une fois de la société mère et puis elle parle du groupe en soulignant à quel point c'est bien à lui qu'elle s'adresse effectivement son modèle commercial, sa stratégie, ses objectifs. Et l'on voit cette non-personne du groupe être finalement même sommée de décrire le rôle des organes d'administration, de direction et de surveillance, pas de la mère. Évidemment de la mère, le groupe n'a pas d'organes, le groupe n'existe pas, le groupe n'est pas une personne et pourtant le groupe est là. Vous avez fort bien démontré qu'il est tellement là que même sa responsabilité va bien finir par arriver ou Shell, la responsabilité de la mère en tant que mère et en tant qu'elle a un rôle dans la définition de la stratégie, dans la définition de la manière de se saisir de ces questions. C'est omniprésent en droit des affaires. Juste un mot très rapide, parce que ce serait très long, à propos du deuxième enseignement qu'il me paraît pouvoir être tiré de cette directive. Un mot sur cette invitation à sortir des approches sociétaires. Je crois que l'ensemble de ces textes, l'ensemble de ces éléments, et particulièrement la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises, manifeste le dépassement de la société et l'accueil de l'entreprise élargie. Et de ce point de vue, il est extrêmement intéressant d'observer que ça y est, on voit d'une manière désormais assumée les liens avec le droit souple international, avec les principes directeurs des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme, avec les principes de l'OCDE à l'intention des multinationales. Vous en faites pas, je ferme la lumière, Hakim. Avec les principes de l'OCDE, avec même le guide sur la conduite responsable des entreprises. Et pourquoi ces trois références sont déterminantes? Parce que précisément, ils ne définissent pas l'entreprise, ils refusent de le faire, parce que précisément, ils vous disent non, je ne vous parlerai pas de droit des sociétés. Oui, je vous parle de droit des affaires, mais pas de droit des sociétés, parce que je refuse que les commercialistes si bien formés, qu'ils soient de Paris 1 ou de Paris 2, ou d'ailleurs, évidemment, parce que je sais bien que vous allez trouver des voies. Je sais bien que vous direz, mais la société, elle n'est pas là. Peu importe, l'entreprise, elle s'y trouve. Et d'ailleurs, la directive, et nous ne sommes plus dans de la soft law,
La directive parle bien d'entreprise. La directive nous dit bien, comme en écho au chapitre 4 des principes directeurs de l'OCDE, l'intention des multinationales, je me fiche de l'absence de définition, c'est pas pertinent, c'est pas nécessaire. Ce qui m'intéresse, c'est la réalité qui est effectivement présente. C'est l'entreprise, oui, qui est visée, et c'est très important. De la même manière, comment ne pas être ému de voir que la directive consacre explicitement l'accueil de la stakeholders theory, consacre effectivement le rôle des parties prenantes et le fait d'une manière qui est beaucoup plus assumée. Comment ne pas être ému du fait que dans ce dépassement, on franchit même les frontières de l'entreprise pour aller, et ça a été justement souligné dans un certain nombre des slides, parler de la chaîne de valeur et de faire le lien d'une manière assumée avec les problématiques de responsabilité. Entendez ce qui est dit lorsqu'on s'attache aux incidences directement causées par l'entreprise, comme aux incidences auxquelles l'entreprise contribue, en évoquant même les incidences qui sont liées à la chaîne de valeur de l'entreprise, incidences par ailleurs réelles ou potentielles, ouvertes à l'ensemble des relations d'affaires et même, je crois que c'était dans la chaîne de valeur, dans la chaîne d'approvisionnement. Il y a parfois certains éléments qui notionnellement pourraient demander à être un peu recadrés. Il y a là quelque chose qui est tout à fait intéressant parce qu'encore une fois, on dépasse les cadres préexistants, même si ce texte pourra parfaitement être ensuite inculturé et admis. N'allez surtout pas croire, par ailleurs, que ce texte ne parle que des grandes entreprises. Évidemment, il parle a priori des grandes, enfin encore qu'il dit qu'il parle aussi des petites, mais les petites qui sont cotées sont rarement des toutes petites, enfin c'est quand même déjà un petit peu. Mais en fait, ce texte parle de l'ensemble des acteurs économiques, parce que comment intégrer les problématiques de chaîne de valeur, et même si l'on voulait rester uniquement sur la chaîne d'approvisionnement, ça fonctionnerait de la même manière, si on n'intègre pas le fait que l'information va devoir, comme le saumon remontant le courant, remonter aussi chacune des étapes pour arriver à remonter jusqu'à l'étape originelle, ces Ouïghours qui travaillent sous la contrainte, ces enfants qui descendent dans les mines, etc., ces polluants qui sont, le cas échéant, disséminés. Et de ce point de vue, le contrat n'est pas cité. Mais comment ne pas comprendre que le contrat, et ça a été très bien rappelé tout à l'heure, sera forcément le vecteur permettant de recueillir des informations. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de voir que la directive prévoit que pendant 3 ans, les entreprises pourront dire qu'elles n'ont pas eu accès aux informations, qu'elles ont trop de mal à les collationner, mais ça ne pourra pas durer. 3 ans, c'est peu, le temps de l'amour, dit-on, mais enfin bon, quand même, 3 ans, c'est juste le temps nécessaire pour que les clausiers se mettent en place, juste le temps nécessaire pour qu'on prenne conscience qu'en effet, il va falloir accompagner cette dynamique, et cette dynamique, elle est extrêmement présente. Autre point, et je vais en finir par là, oui, les frontières sont repoussées, et les frontières sont repoussées tout en intégrant cette dynamique de diligence. Je fais partie de ceux, comme Anne Danis, qui d'ailleurs est en train de le déplorer elle-même à cet instant précis, je fais partie de ceux, comme toi Anne, je crois, qui déplorent qu'à un moment, certains États, dont le nôtre, aient jugé qu'il fallait supprimer le devoir de sollicitude de la proposition de directive sur le devoir de vigilance. Je ne te fais pas mentir. Nous le déplorons ensemble. Mais à vrai dire, qu'importe, parce que ce devoir de sollicitude, il n'a pas besoin d'être inscrit dans la directive, il est de toute façon présent. Parce que, et c'est le grand enseignement que je veux garder de ce texte, de cet après-midi et de celles qui suivront, c'est tout simplement que ce que scellent ces textes, et encore une fois, pas juste la directive de décembre, mais la directive, les textes depuis 2019 et puis ceux qui vont venir, c'est en réalité que le temps de l'indifférence n'est plus possible. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que l'indifférence, en réalité, fait le lit de l'imprudence et que l'indifférence, comme l'imprudence, est potentiellement susceptible d'être regardée, que ce soit à l'échelle des personnes morales, à l'échelle de leurs dirigeants, que ce soit dans un cadre interne ou dans un cadre international, comme fautif.
Et de ce point de vue, évidemment, la question va se poser, il va falloir répondre. Mais répondre de quoi? C'est là où je serais beaucoup plus optimiste que certains des propos qui se sont exprimés cet après-midi. Répondre de quoi? Répondre déjà de ce que l'on a dit. Répondre ensuite de ce que l'on a cherché ou pas. Répondre de ce que l'on a accepté de ne pas savoir. Rappelez-vous ce que le juge peut faire de ce que l'on sait ou ne peut pas légitimement prétendre ignorer. Il peut en faire beaucoup. Nous en avons un certain nombre d'exemples. Il y a dans ce texte, oui, quelque chose qui participe d'un mouvement dont je veux croire qu'il est un renouvellement paradigmatique, mais à vrai dire, rien de très nouveau sous le soleil, et cet après-midi nous l'a magnifiquement montré, c'est le rôle des enseignants que de se faire enseigner, alors merci à ceux qui nous ont tant appris.